Lahire, bienvenue à l'université à LSH. Ah, c'est vrai qu'il faut parler un peu plus fort dans le micro. C'est bon, on m'entend bien là? Oui, parfait, magnifique. Du coup, on se tutoie parce qu'on se tutoyait tout à l'heure, donc on va continuer comme ça. Ça va comment? Mais ça va bien et toi? Ça va? Ça va, ça va. Bon, bah magnifique. Bah, je vais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bon, voilà, tu es professeur à l'École normale supérieure et membre de l'INSEE. Non, tu n'es pas professeur à l'École normale supérieure? C'est pas grave. Non, Bon, c'est pas grave. je suis sociologue, ça suffit. Mais tu es sociologue, ça suffit, très bien. Tu as soutenu en 90 une thèse en sociologie de l'éducation. Cette sociologie de l'éducation que tu n'as jamais vraiment quitté en vérité, même si tu t'es éloigné, plus ou moins, à quelques moments. Tu as notamment proposé une théorie de la création littéraire en parlant de Kafka et en revisitant un petit peu les travaux de Bourdieu et de la théorie du champ, en rappelant que effectivement une personne ne se structure pas uniquement dans un champ, mais aussi peut aller chercher des inspirations dans d'autres champs, à travers l'exemple de Kafka. Tu estimes aussi l'individu chez toi occupe une place de façonné par l'histoire, mais aussi de façonnant le monde social. Et à ce titre, il est déterminé socialement, mais aussi acteur du monde social. On ne peut pas terminer cette petite présentation sans citer tes travaux sur la sociologie des rêves, dont tu as produit 2 grands volumes, dans lesquels tu essayes de comprendre l'incompréhensible en essayant de comprendre la part structurante de l'inconscient socialement structuré des individus. De temps en temps aussi, tu t'engages dans l'espace public en produisant des ouvrages un peu plus petits, comme par exemple pour la sociologie en 2016, où tu répondais à une invective de Manuel Valls qui disait que la sociologie était une culture de l'excuse, en parlant effectivement des attentats de l'hypercachère qu'on essayait d'expliquer socialement. Alors Bernard Lahire, tu viens aujourd'hui du coup présenter ce petit livre, non, en fait, il est plutôt grand, Les structures fondamentales des sociétés humaines, qui essaie de rassembler pas mal de savoirs des sciences humaines. Et tu affirmais récemment dans un entretien à France Culture que l'une des grandes spécificités de l'être humain, c'est l'enseignement. Est-ce que tu peux revenir sur ça pour commencer? Et je te donne la parole. Alors, on m'a demandé d'appuyer sur un bouton avant de commencer à parler, c'est très technique. Hein. Et alors, on attend que ça s'allume. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Super. Toi, tu m'entends pas. Ben, pourtant, c'est allumé. Ouais, ok. Bien, alors, je ne vais pas pouvoir répondre directement à cette question-là, parce que s'il y avait des gens dans la salle qui avaient lu le bouquin, ils comprendraient pourquoi je ne peux pas répondre à la question directement. Mais je vais y venir. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, et je n'y arriverai pas. Donc, au début, on m'a dit 30 à 40 minutes, c'est mort, je ne peux rien dire. Généralement, je parle pendant 1h15, 1h30. Là, on a un compromis, 50 minutes maximum, et on essaiera de rattraper tous les trucs que je n'ai pas dit par vos questions. Donc, tant mieux, s'il nous reste une petite heure pour discuter. Alors, pour parler de ce livre, il faut que je vous dise un peu les raisons pour lesquelles je l'ai écrit. En fait, il y a 3 parties dans le livre, et la première est la raison principale de son écriture, même si elle peut paraître extrêmement abstraite, épistémologique. Donc, il y a une partie épistémologique sur la question de la scientificité des sciences sociales, au fond. Voilà. Alors, je dis des choses qui fâchent. J'ai été pourtant très défenseur des sciences sociales dans toutes les disciplines relevant de ces sciences. Hein, donc, je ne vais pas faire la liste, mais quand je dis sciences sociales, des fois même quand je dis sociologie, il faut entendre voilà, sciences politiques, anthropologie, histoire, etc. Pour moi, tout ça, ce sont des sciences sociales. Je n'ai jamais fait de différence. Pendant très longtemps, j'ai joué le jeu de oui, d'accord, on est dans des institutions différentes avec des méthodes différentes et tout ça.
mais franchement, c'est des bêtises, je le dis très très franchement. Je crois que nous faisons tous le même métier avec des particularités, mais pas plus grandes qu'entre quelqu'un qui fait de la sociologie du Mali et qui est obligé d'apprendre la langue locale par rapport à quelqu'un qui fait de la sociologie de tel ou tel autre pays, l'Australie, la France ou je ne sais quoi. Et à chaque fois, il y a des spécificités, il faut apprendre des choses différentes. Bon. Les différences de méthode. Bon. Bref, donc les sciences sociales, quand je dis ça, il faut entendre très largement ce terme. Donc je disais que j'avais défendu ces sciences sociales, que je continuerai à les défendre, mais que je suis arrivé à un moment de grande frustration par rapport à ce qui se passe. Mais par rapport à ce qui se passe et que j'ai tout à fait accepté pendant des années, voire malheureusement des dizaines d'années. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une ambition qui n'est pas suffisamment élevée pour ces sciences, qui considèrent que, enfin, très concrètement, j'allais dire, la définition de ces métiers, la qualité d'un sociologue, d'un historien ou d'un anthropologue, hein, pour prendre les trois grandes disciplines dont on parle le plus souvent pour ces sciences sociales, c'est à la fois d'avoir de la théorie, c'est-à-dire d'interpréter des choses, mais d'avoir des méthodes et des données à traiter. Voilà. Donc quand on a les trois, généralement on dit on a fait notre travail, c'est sérieux, c'est rigoureux, c'est empiriquement fondé, c'est construit théoriquement, etc. etc. Donc, c'est parfait. Alors c'est parfait, mais non, c'est pas parfait du tout. C'est pas parfait, et notamment parce qu'il nous manque quelque chose par rapport à d'autres sciences, et quand même nous sommes arrivés tardivement dans l'histoire des sciences, donc on peut quand même se demander pourquoi nous disons science, tout en refusant un certain nombre d'éléments qui sont propres à des sciences physiques, biologiques notamment. Et pourquoi nous insistons si lourdement sur la différence entre les sciences dites dures, c'est pas un concept cette histoire, hein, ça ne veut rien dire, entre ces sciences du vivant par exemple, ou les sciences de la matière, etc., et les sciences dites sociales, comme s'il y avait quelque chose de particulier, soit dans la démarche des chercheurs, soit dans l'objet même de ces sciences. Quelle est la grande différence? La première grande différence, c'est que en sciences sociales, c'est installé depuis les fondateurs, parce que ce n'était pas comme ça au début, une forme de relativisme quand même des points de vue, même quand on est convaincu que c'est notre point de vue qui a raison sur les autres, hein, c'est pas le problème, ça c'est le jeu habituel dans les espaces de compétition entre écoles théoriques ou entre auteurs, etc. On est dans une sorte de relativisme dans le sens où on n'est pas capable, par exemple, d'avoir un certain nombre d'acquis clairs pour tout le monde. Voilà. Si je dis à des sociologues, anthropologues, historiens, qu'est-ce que ces sciences nous ont appris depuis 100 ans, 150 ans, je dis souvent que les gens sont en PLS, quoi. Comment ça? C'est un piège, on me pose des questions incroyables. Vous posez la question à un biologiste ou à un physicien, il vous répond. Il peut vous répondre sur les lois de la gravité avec Newton, les lois de la gravité revisitées par Einstein avec la théorie de la relativité restreinte et la théorie de la relativité générale, les principes de la thermodynamique, etc., etc. Enfin, il y a des dizaines et des centaines d'acquis qui ne sont pas discutés en permanence par les chercheurs en physique et qui sont énonçables. Voilà. On peut énoncer ça, il n'y a pas de piège, les gens sont capables. Et c'est la même chose pour la biologie. On peut dire, avec Darwin, il y a le premier grand cadre de la biologie évolutive, la théorie de la sélection naturelle. On découvre le gène à un moment donné, c'est avec les lois de Mendel. Et puis, donc il y a une nouvelle synthèse qui se crée à partir de la théorie darwinienne, connaissant le gène, qui conforte en fait la théorie darwinienne. Et puis depuis, il y a encore des nouvelles tentatives pour encore augmenter cette théorie biologique. Mais en fait, les gens sont capables de vous raconter ça. C'est-à-dire ce que je vous dis là, tous les biologistes le savent.
Et il n'y a pas un biologiste, alors ça va vous paraître bizarre par rapport à des sociologues, historiens, anthropologues, il n'y a pas un biologiste qui soit hors du cadre darwinien. Alors ça peut vous faire drôle, parce que vous imaginez un auteur qui est reconnu par tout le monde dans nos disciplines. Waouh, c'est un rêve un peu fou, quoi, hein. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas arrivés à une maturité scientifique telle qu'on puisse avoir des théories cadres, comme on dit en histoire des sciences. Il y a des théories cadres, celle de Newton, celle de la physique quantique, celle de la physique einsteinienne, etc. La théorie de la sélection naturelle de Darwin est une théorie cadre, ou un paradigme scientifique, si on veut utiliser les termes de Thomas Kuhn. Donc on n'a pas ce genre de choses. On ne sait pas mettre en avant nos acquis, c'est-à-dire que on se plaint toujours d'être maltraité dans l'espace public, etc. C'est-à-dire et c'est vrai, ces sciences sont un peu maudites parce qu'on parle de choses qui fâchent, comme disait Bourdieu, etc. Et tout ça est vrai. Mais enfin, je pense qu'on contribue aussi pas mal à la situation en ne proposant à personne des acquis fondamentaux de nos disciplines. Qu'est-ce qu'on a appris? Voilà, on ne sait pas spontanément répondre à ces questions-là que les autres sciences sont capables de le dire. Ça ne veut pas dire que les théories qu'ils ont formulées ou les lois qu'ils ont formulées, etc., sont inscrites dans le marbre, et puis, enfin d'ailleurs, elles peuvent être inscrites dans le marbre, ça se casse, et on réinscrit sur une autre surface, hein, c'est pas le problème. Mais quand même, on n'est pas sorti du cadre darwinien. Darwin, c'est 1859, l'origine des espèces. Donc, quand même, on peut se dire qu'ils ont quand même trouvé les moyens d'une certaine stabilité. Voilà. Et ce qui n'a pas empêché, parce que quand je dis ça à des collègues de sociologie, histoire, anthropologie, ils disent « Ouh là là, la fin de l'imagination sociologique, mon Dieu, quel crime de faire de la science, vous imaginez le risque qu'on prend. On imagine que parce qu'on a un cadre commun, ça empêche la liberté de recherche, des travaux extrêmement différents, sur des sujets très très différents. Pas du tout. La biologie se porte très très bien, merci pour eux, la physique aussi, et ils inventent et ils continuent, etc. Mais ils apprennent du passé. Voilà, ils cumulent un certain nombre de choses. Donc, pas de cumulativité scientifique dans les sciences sociales. On ne formule pas des lois. On dit une loi, c'est trop général, etc. Alors, je vais revenir sur quelques arguments assez rapidement, mais notamment le fait qu'on a un objet qui bouge en permanence. Nous sommes des sciences historiques, comme on le répète souvent. Voilà. Donc, pas d'acquis, pas de cadre commun, pas de loi formulée. Voilà. Il y a eu quelques tentatives dans l'histoire, mais elles ont rapidement été balayées, on va dire. Et puis la dernière chose, c'est que on insiste sur le caractère spécifique de nos sciences. Bon, alors là, je suis à Marseille. Il y a un auteur qui s'appelle Jean-Claude Passeron qui a fait un livre qui s'appelle Le raisonnement sociologique. C'est un livre extrêmement savant, très peu lu. Donc je ne vais pas lui lancer la pierre, c'est pas lui qui est responsable de la situation du tout. La plupart des collègues ne l'ont pas lu. En revanche, les thèses de Passeron dans le raisonnement sociologique sont en fait des formulations extrêmement savantes, extrêmement explicites, c'est très formalisé, avec des propositions, des scolies, etc., comme dans la reproduction. Hein. Si vous avez lu la reproduction, livre 1 de la reproduction, vous avez des propositions des scolies, c'est très spinoziste. Bon. Et en fait, il présente une épistémologie qui ne fait que mettre des mots sur une réalité qui est tout à fait présente. C'est-à-dire qu'il dit il n'y a pas de cumulativité, il n'y a pas de loi générale, le rêve un peu naïf des sciences nomothétiques, c'est-à-dire qu'il formulerait des lois, etc. Tout ça est dans le raisonnement sociologique. Ce qui fait que
enfin, ça faisait dire, alors j'ai amené une citation, c'est rare que j'en amène avec moi, mais j'en ai mis une à la toute fin de l'écriture de l'ouvrage, c'est une citation de Lévi-Strauss, qui avait bien compris le problème, puisqu'il disait « Sommes-nous condamnés comme de nouvelles Danaïdes à remplir sans fin le tonneau des sciences humaines, entassant en vain monographie sur monographie, sans jamais recueillir un résultat plus riche et plus durable ?» Voilà. Alors il écrivait ça, je n'ai pas relevé la date, hein. Mais c'est un vieux texte, parce que ça a été publié dans un texte récemment, mais qui s'appelle Anthropologie structurale 0, c'est-à-dire c'est des textes qui ont précédé la publication d'Anthropologie structurale. Et il dit très exactement le problème, c'est-à-dire que nous faisons des tonnes de monographies, et parfois des monographies vraiment bien construites, empiriquement fondées, qui font référence, etc. Donc ça, c'est des bonnes choses, mais on reste à des monographies. Et on n'en dégage pas un certain nombre d'acquis. Voilà. Alors, les arguments qui reviennent, en général, et je vais aller très très vite sur les arguments, sinon je vais rester juste à la première partie du bouquin et ça n'aurait pas de sens. Mais les arguments sont, premièrement, les sciences sociales ne sont pas des sciences expérimentales. Ça, c'est un grand argument de Passeron. Les sciences sociales ne peuvent pas expérimenter comme vous voulez expérimenter avec des groupes humains, mettre des gens dans une situation. Alors ça se fait en vérité dans certaines zones, par exemple la psychologie sociale fait beaucoup de l'expérimentation dans des groupes, etc. Il y a une grande littérature là-dessus qui n'est pas inintéressante, mais généralement considérée comme très très abstraite. Et je pense effectivement qu'elle est un peu trop abstraite, même s'il ne faut pas tout jeter, ça c'est pas le problème. Mais voilà, les sciences sociales globalement ne sont pas expérimentales. Bon, ce qui suppose que les sciences dites dures, hein, les sciences non historiques, sont expérimentales. Alors évidemment, il faut être pas du tout informé scientifiquement pour dire une chose pareille. Alors pas du tout informé parce que toute l'astrophysique, toute l'astronomie ne peut pas être expérimentale. Comment voulez-vous expérimenter avec des planètes, avec le Big Bang, avec des tonnes de faits astrophysiques? Ce sont des sciences de l'observation, des sciences de l'observation de l'univers. Voilà. Donc ce ne sont pas des sciences expérimentales. Gros problème quand même, c'est un gros morceau de la physique. La cosmologie, l'étude de la formation de l'univers, de son fonctionnement, des lois de son fonctionnement, etc. Bon, qui échappe à cette condition, et pourtant, qui va contester le statut de science à l'astrophysique, quand même, hein, ce serait un peu lourd. Autre exemple énorme, la biologie évolutive. Alors, lisez L'origine des espèces de Darwin, il n'y a pas une once d'expérimentation. L'expérimentation arrive de conditions expérimentales, d'études d'un certain nombre de faits. C'est arrivé, et il y en a de plus en plus dans la biologie moderne, même évolutive, parce qu'on peut étudier par exemple, parce que quand c'est évolutif, c'est sur des millions d'années, des centaines de millions d'années, des choses comme ça. Donc comment voulez-vous expérimenter là-dessus? Par contre, on a découvert que les bactéries se reproduisaient très rapidement et qu'on pouvait avoir en un temps très court des générations, des centaines de générations de bactéries, par exemple. Et c'est la même chose pour certains petits poissons, pour certains insectes, etc. Donc on peut commencer à faire du travail à une échelle possible pour l'humain et commencer, parce que c'est des animaux non humains, on peut faire de l'expérimentation sur ces espèces-là. Mais toute la théorie cadre, tout le paradigme scientifique de la biologie évolutive a été créé dans des conditions non expérimentales. Donc l'argument ne tient pas. Et je pourrais en citer des tonnes de disciplines scientifiques qui ne sont pas expérimentales. Voilà. La climatologie, clairement, n'est pas expérimentale. Alors, il y a toujours des bouts, hein, on trouvera toujours des éléments, il y a des gens qui travaillent sur des microphénomènes qui peuvent créer des conditions, bon, bref. Mais, voilà. Donc, premier argument qui est central hein, dans le raisonnement sociologique de Passeron et dans plein
de commentaires de gens qui disent « mais non, mais nos sciences ne sont pas les mêmes parce qu'il n'y a pas ces conditions-là ». Bon, ça ne tient pas. Deuxième élément qui est souvent avancé, c'est le fait que nous sommes des sciences historiques, ça bouge. Voilà. Max Weber disait « nous sommes des sciences vouées à rester éternellement jeunes ». Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en permanence, de nouveaux problèmes se posent à nous, etc. Bon, si vous gardez à l'esprit le passage, par exemple, de la société féodale à la société capitaliste, oui, bah, effectivement, les conditions sociales ont changé, c'est ce qu'on appelle l'histoire, et donc on peut penser que ça bouge, ça se transforme en permanence, donc il n'est pas possible de formuler des lois à propos d'une réalité qui se transforme en permanence. Là aussi, ça paraît évident et c'est une ânerie. Mais vraiment, je vous assure que pendant des années, devant ça, je me suis dit c'est moi qui ne dois pas comprendre. Et puis petit à petit, je me suis convaincu que non, c'est vraiment une ânerie. Et une ânerie de sociologues qui généralement sont sociologues parce que c'est ceux que je fréquente le plus, mais on peut prendre les historiens, les anthropologues, c'est pareil, hein, je ne fais pas de différence. De gens qui ne sont pas formés en fait scientifiquement, qui ont pas d'esprit scientifique particulier. C'est des filières littéraires, ça joue énormément. Tous les sociologues ont été formés pendant très longtemps à de la philo d'abord. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui font philo, puis qui font anthropo, etc. Je pourrais donner des noms. Hein, voilà. Mais Lévi-Strauss, il est passé de la philo à l'anthropo, évidemment Bourdieu, évidemment Chamboredon, c'était les lettres. Je prends des Marseillais comme ça, je me fais attaquer direct. Passeront évidemment toute cette génération, on ne peut pas leur reprocher, hein, évidemment. Il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas d'autre voix que celle-là. Durkheim, évidemment, pour commencer. Mais à l'époque de Durkheim, les gens lisaient Darwin, lisaient de la physique, lisaient de la chimie, savaient ce qu'étaient les sciences. Je ne vais pas vous citer un long passage de Durkheim qui dit ça dans la sociologie et son domaine scientifique. C'est dans les œuvres texte 1 aux éditions de Minuit qui sont présentées par Victor Caradi, si mon souvenir est bon. Durkheim se plaint à l'époque du caractère de l'esprit trop littéraire. Alors il dit aussi des économistes, ce qui fait bizarre, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les économistes revendiquent des formations mathématiques, notamment poussées, quand ils modélisent beaucoup. Donc voilà. Mais on n'a pas vu que cette idée d'objet qui ne cesse de bouger ne tenait pas. Alors pourquoi ça ne tient pas? Mais parce qu'il faut considérer que la matière ne bouge pas. Je reprends la cosmologie, l'univers a un commencement, il y aura peut-être une fin, ça on ne sait pas. De toute façon, on sera tous morts avant, hein, je vous rassure, si on peut dire les choses comme ça. L'univers est en expansion permanente. Il y a des naissances et des morts de galaxies, de planètes, d'étoiles, etc. Donc ça bouge en permanence. L'univers n'était pas dans le même état il y a quelques milliards d'années, etc., etc. La Terre a été créée il y a, je ne sais plus, 4 milliards et demi à peu près d'années, etc. Ça ne cesse de bouger. Ça n'a pas empêché les gens de dégager des lois de fonctionnement de cet univers. Et d'ailleurs de se poser la question de... Alors nous, on en est loin de ce genre de questions qui nous paraissent très, très métaphysiques, mais avant le Big Bang, c'est-à-dire avant que l'univers tel qu'on le connaît existe, est-ce qu'il y avait les mêmes lois qui régissaient quelque chose qui... avant? Parce que c'est pas pensable d'imaginer qu'il n'y ait rien qui produise quelque chose. Donc, bref, c'est des questions qui nous paraissent totalement métaphysiques que des physiciens se posent à l'heure actuelle. Bon, et ils se disent peut-être que les lois qu'on décrit, qu'on analyse aujourd'hui, correspondent à un univers particulier, même si c'est un univers qui... voilà, c'est déjà bien d'avoir formulé des lois de fonctionnement de notre univers. Alors, voilà, ça bouge pour la physique, donc son objet ne cesse de se transformer, mais enfin la biologie est évolutive, là aussi.
Si vous prenez Darwin, s'il y a un truc qui bouge en permanence, c'est bien lui qui a parlé d'évolution des espèces. On appelait ça le transformisme. Il s'opposait au fixisme de certains savants, mais aussi de l'Église catholique, enfin, des chrétiens en général, pour ce qui concerne Darwin, qui considérait que la Terre avait 6000 ans, que les espèces avaient été créées d'un coup et que certaines étaient mortes, donc on les retrouvait à l'état fossile, mais que grosso modo, voilà, tout a été créé par un grand créateur, et puis voilà. Et Darwin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, en fait, on vient d'une cellule initiale, et de cette cellule est sortie des bactéries, des végétaux, des animaux, etc. Enfin, plein d'autres choses qui ne sont ni végétaux, etc. Par exemple, les champignons, les myxomycètes, c'est ni des animaux, ni des plantes, c'est un truc très particulier. Bref, donc ça n'a cessé de bouger. Les espèces naissent et meurent. En général, elles durent en moyenne 1 million d'années, nous disent les paléontologues. Voilà. Donc là aussi, c'est une matière qui ne cesse de bouger. Bon, j'arrête là sur le côté transformation. On a parlé pendant longtemps d'histoire naturelle, hein, c'est pas un hasard. C'est une histoire, l'origine des espèces. Donc c'est pas quelque chose, comment dire, profondément, la biologie évolutive est une histoire de très longue durée. Voilà, il faut le penser comme ça. Donc c'est pas un argument. Autre manière d'opposer les sciences sociales aux sciences dites dures, c'est le côté soi-disant alors plus complexe de nos objets par rapport aux objets de la physique ou de la chimie ou de la biologie. Bon, là, je ne vais pas y revenir parce que c'est quand même là aussi très stupide. Il faut vraiment jamais avoir fait de biologie, de physique, de chimie, etc. pour considérer qu'ils ont affaire à des choses tellement simples qu'ils peuvent le mettre dans des tableaux de Mendeleïev, c'est assez simple, et de formuler des lois, parce que voilà, c'est la matière, c'est beaucoup plus simple que des êtres humains qui sont extrêmement complexes. Bon, c'est de la bêtise, hein. C'est vraiment, il faut tellement d'ignorance, une ignorance encyclopédique, hein, on pourrait dire, pour dire que nous avons des objets beaucoup plus complexes que les autres, et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à être des sciences tout à fait comme les autres, etc. Le dernier point, on pourrait, non, 2 points, mais rapidement, il y a un point, on dit tous les objets sont singuliers pour nous. Hein. La société féodale n'est pas la société capitaliste, qui n'est pas la société avec les sociétés lignagères africaines, qui ne sont pas les sociétés de chasseurs-cueilleurs avec des chefferies, des sociétés de chasseurs-cueilleurs sans chefferie, évidemment sans État, sans richesse, etc. Et donc, chaque objet est singulier et on ne peut pas faire de la science du singulier. Bon. Là aussi, argument fallacieux. Alain Testard, qui est un anthropologue dont j'admire l'œuvre, a écrit un petit essai d'épistémologie où il dit mais enfin, il n'y a pas une planète qui ressemble à une autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur a donné des noms différents. Mars n'est pas Saturne, qui n'est pas l'ensemble des planètes de notre système, etc., etc. À chaque fois, c'est des objets particuliers, géologiquement, du point de vue de leur atmosphère, du point de vue de leur position relative dans l'univers, etc., etc. Donc, où est l'unicité ou l'homogénéité des objets de la physique? C'est la même chose pour la biologie évolutive. Chaque espèce est différente. Comment vous pouvez imaginer que Darwin ait pu créer une théorie qui vaille autant pour des bactéries, pour des insectes, pour des invertébrés, des vertébrés, des mammifères, des primates, etc., autant que pour des fourmis que pour des gorilles ou des suricates, que j'adore. C'est des espèces extrêmement différentes. Il y a d'ailleurs des spécialistes, des gens qui travaillent que sur les suricates, qui travaillent sur les suricates et d'autres types de mammifères un peu proches. Bon.
Donc, il n'y a pas de, là aussi, il n'y a pas de spécificité. Il y a pas, on ne peut pas arguer du fait que, oui, bah, une société féodale, ce n'est pas la société capitaliste, pour dire, bah, vous voyez bien. Donc, à la limite, on peut formuler des lois ou des régularités du système capitaliste, mais de toute façon, ce ne sera pas les mêmes que les sociétés féodales, etc. etc. Bon. Le dernier point, là aussi dit avec beaucoup d'aplomb par un certain nombre de collègues pendant des années que j'ai entendu, lu, etc., c'est l'idée, nous ne pouvons pas faire de prédiction. Il n'est pas possible. Il y a même récemment, je ne dirai pas le nom, un collègue qui, dans un débat, m'a dit « Une loi, ça permet de prédire. Nous ne pouvons pas prédire. » Alors, mon cher collègue, non, les lois de la physique ne prédisent pas, au sens où les sciences sociales essayent de prédire. C'est-à-dire que c'est une question de niveau, de détail. C'est-à-dire que si vous demandez à un physicien qui connaît la loi de la gravité, ça devrait se trouver assez facilement, bon, que va devenir un corps qui est lâché voilà, depuis une certaine hauteur, il va dire il va tomber. C'est extrêmement prévisible. Bon, donc on peut dire, ah ben, vous voyez, là, c'est très clair, c'est prévisible, on peut dégager une loi, etc. Ils vont plus loin, hein. Généralement, ils disent les deux, que ce soit une boule de plomb ou une plume, en fait, si vous enlevez les forces de frottement, de l'air, résistance de l'air, elles tombent en même temps. Ce qui nous paraît très contre-intuitif. Hein. Une boule de plomb ou un piano, vous imaginez un truc énorme, et une plume, ça tombe en même temps. Voilà. Et c'est vérifié. Hein. Alors je vous renvoie à Internet, parce qu'aux États-Unis, ils ont les moyens de faire ce genre de choses. Ils ont un énorme tube, plus grand que ça. Voilà. Ils font le vide d'air, et ils font les deux expériences avec l'air et sans l'air, avec justement une boule de plomb et puis et une plume. Et vous voyez, quand vous avez l'air, évidemment, la boule de plomb, c'est ce que nous voyons en permanence. Donc nous ne voyons pas qu'une loi, nous voyons la combinaison de deux lois. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais quand vous faites le vide d'air, c'est beaucoup de travail, donc il faut pomper tout l'air qu'il y a là-dedans, et il ne faut pas qu'on reste dedans. Et ben en fait, ça tombe au même moment. Et il filme ça, c'est assez merveilleux. Hein, quand on veut comprendre l'effet pur d'une loi, il faut des conditions très particulières pour la dégager, cette loi. Bon. Mais ce que cherchent à savoir souvent les sciences sociales, c'est autre chose. C'est beaucoup plus contextuel. Ça va être l'équivalent. L'équivalent, ça va être d'accord, une feuille qui se détache d'une branche d'arbre tombe par terre, ça on le sait, c'est prévisible, la loi de la gravité et donc de la chute des corps le dit, mais la physique est bien incapable de vous dire quand elle va tomber, où elle va tomber. Voilà. Précisément, elle ne peut pas. Elle sait que tout est déterminé, parce que si vous vouliez vraiment vous donner de la peine, vous étudiez le pourrissement progressif, la probabilité que ça se détache à un moment donné, étant donné la saison, etc., etc. Vous pouvez faire d'énormes calculs qui n'intéressent personne, en fait. Il me reste un quart d'heure. Là, j'ai fait juste le premier point, donc il faut que j'arrête. Mais donc, prédiction, c'est... Nous ne pouvons pas prédire, mais les sciences physiques ne prédisent pas non plus. Elles prédisent que des conditions très générales qui ne s'observent pas directement dans la réalité. La réalité est toujours hyper complexe, un mélange de lois très différentes, et il faut beaucoup d'efforts pour dégager des lois. Voilà. Comme nous ne voulons pas faire cet effort, alors nous n'en dégageons pas et nous ne les voyons pas. Alors, pour arriver à formuler des lois, parce que c'est ça le but de mon entreprise, de formuler un certain nombre de lois, de ce que j'appelle des structures fondamentales,
des faits qui sont invariants dans l'histoire des sociétés humaines. Par exemple, il y a des lignes que j'appelle des lignes de force qui sont présentes dans toutes les sociétés humaines connues, alors connues, hein, jusqu'à plus ample documentation, etc., mais il y a peu de chances que ça change. On a forcément, dans toutes les sociétés humaines, des dimensions qui relèvent, par exemple, de l'économie. Il y a un mode de production de sa subsistance, et d'ailleurs, ça ne nous est pas propre. Il y a des choses qu'on peut observer chez les animaux aussi. On appelle des animaux frugivores ou herbivores, ou etc. Eux-mêmes ont des techniques pour accéder à leur nourriture. Donc c'est des débuts de mode de production de ces conditions de survie, en fait. Donc il y a des modes de production de sa subsistance dans toutes les sociétés. C'est quand même la base. Mais il y a aussi, par exemple, des faits magico-religieux dans toutes les sociétés humaines. Et ça, on le répète depuis le début de l'anthropologie, depuis le début de la préhistoire, mais personne n'en fait rien. C'est-à-dire pourquoi nous avons, par exemple, je peux vous dire que comparé à d'autres primates, nous avons cette ligne magico-religieuse qui ne cesse de montrer, de se manifester dans toutes les sociétés humaines connues sous des formes extrêmement variées. C'est ça qui nous pose problème d'une certaine façon. Pour comprendre ces structures fondamentales, il faut d'abord les étudier comme telles, les poser comme telles. Si vous n'étudiez que des variations, ce que font les sciences humaines et sociales, alors si vous n'avez pas d'invariant, parce que une variation, c'est quand on dit les formes du sacré, les formes magico-religieuses tout au long des sociétés humaines, de l'histoire humaine. Mais si vous avez dit ça, vous avez dit en même temps qu'il y avait du magico-religieux dans toutes les sociétés. Mais vous n'en faites rien. Voilà. La plupart du temps, on n'en fait rien. C'est les préhistoriens qui se posent des questions beaucoup plus fondamentales parce qu'ils ont cherché, est-ce que Néandertal, par exemple, avait des formes possibles de magico-religieux? Et ils en trouvent. Enterrer ses morts, par exemple, c'est chez les Néandertaliens comme chez Homo sapiens, etc. Bon, et comme ça, il y a un certain nombre de lignes de force invariantes dans toutes les sociétés humaines. Pour arriver à voir toutes ces lignes de force, toutes les lois de fonctionnement des sociétés humaines, il faut arriver, et un certain nombre de propriétés biologiques de l'espèce humaine qui va contraindre notre développement social. Alors, je vais terminer par ça, parce que sinon, je n'aurais pas dit l'essentiel du bouquin, qui est un raccordement des sciences sociales et des sciences de la nature, des sciences du vivant. Pourquoi il faut ce raccordement ? C'est que nous manquons de comparaison. C'est-à-dire, pour dégager des choses générales sur les sociétés humaines, il faut pratiquer deux types de comparaison. La comparaison intersociété systématique. Par exemple, Testard disait on ne peut pas comprendre la société capitaliste si on ne comprend pas ce que c'est qu'une société lignagère africaine. On ne peut pas comprendre nos sociétés sans comprendre des sociétés type amazonienne, dans le sud-est asiatique, etc., qui ont des particularités à chaque fois. Parce que, comme disait Durkheim, c'est en comparant qu'on comprend. Nous n'avons aucun point de comparaison. Et la dernière espèce vivante humaine s'est éteinte il y a à peu près 40 000 ans. Donc nous n'avons pas, je dis ça sérieusement, c'est que si on avait eu la chance d'avoir une autre espèce humaine à côté de nous, on n'aurait pas été aussi anthropocentrique. On aurait été obligé de constater qu'il y a d'autres types d'hommes, hommes homo, hein, genre homo, qui existent et qui ne s'organisent pas tout à fait de la même façon que nous, qui ont des particularités d'organisation sociale, de même qu'il y a des particularités d'une espèce d'abeille à l'autre. Voilà. Et pour des raisons qui sont liées à des tonnes de choses biologiques qu'on ignore. Et j'y reviendrai juste à la fin. Donc, premièrement, on fait de la comparaison intersociété. Deuxièmement, on fait de la comparaison interespèce. Alors là, vous allez me dire, ça complique quand même le travail des sciences sociales. Ben, pas tant que ça. Au contraire, moi je pense que ça la facilite sur plein de plans.
découvrir qu'il y a une discipline qui s'appelle l'éthologie, qui existe depuis 70 ans. Les éthologues sont des sociologues des animaux non humains. Voilà. Très clairement, je le dis comme ça ne les fâche pas du tout que je dise ça, ils me disent c'est exactement ça, sauf quand ils font de l'éthologie cognitive et ils me disent on est plus proche des psychologues et des sciences cognitives, ce qui est tout à fait vrai. Mais quand même, une grande partie des éthologues font un travail. Enfin, le prix Nobel d'éthologie, Tinbergen, a écrit un bouquin qui s'appelle Sociologie de la vie animale. Voilà, c'était dans les années 50, si mon souvenir est bon. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a une richesse incroyable de travaux dans ces domaines-là, de gens qui sont formés à la biologie, mais qui étudient les comportements sociaux et les rapports sociaux, les formes d'organisation sociale d'autres espèces, et elles permettent de mieux comprendre ce que nous sommes, ce que nous avons fait. On reprend conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons développé, à partir des prémices animales, parce qu'il y a aussi une histoire évolutive dans la vie sociale. Les biologistes évolutionnistes se sont posés des questions de mais à quel moment dans l'histoire des espèces apparaissent des formes de vie sociale? Il y a des animaux qu'on appelle solitaires. Nos espèces d'abeilles domestiques, comme on les appelle, qui font du miel, là c'est aussi pour des raisons anthropocentriques qu'on s'intéresse beaucoup à elles, puisqu'elles font du miel et on le consomme, donc on est très ravis. Mais la grande majorité des espèces d'abeilles sont solitaires. Elles ne vivent pas du tout en colonie. Donc, à un moment donné, dans l'histoire de l'évolution, il y a des formes de vie sociale qui apparaissent, qui sont très, très efficaces en termes de protection par rapport à l'extérieur, par rapport à des prédateurs, etc. Ça, on a compris que dès que l'environnement était dangereux, les formes de vie sociale étaient un avantage. Donc, les gens se mettent en commun. Si vous voyez des pigeons ensemble, etc., c'est parce que ça fait plus d'yeux et d'oreilles. À chaque fois, s'il y en a un qui voit un danger, il commence à faire du bruit ou à battre des ailes, et les autres s'envolent, vous les voyez partir d'un coup. Donc c'est un avantage sélectif du point de vue de l'évolution. Donc ces formes de vie apparaissent. De la même façon, les biologistes évolutionnistes ont montré que la culture apparaissait. C'est-à-dire les formes d'artefacts, par exemple. Est-ce que vous savez que les outils ne sont pas propres à l'humain? Pendant très longtemps, on a dit la main de l'homme qui fabrique, qui est homo faber, etc. Enfin, ça, c'était Bergson. Voilà, on insistait sur outils et humains, etc. On avait raison, parce qu'évidemment, c'est une caractéristique fondamentale. Nous construisons, nous fabriquons. Mais l'outil existe dans d'autres espèces. Et chez des guêpes, chez des abeilles, chez plein de mammifères, chez plein d'oiseaux, chez des loutres, chez des pieuvres, j'aurais des tonnes d'exemples que je ne peux pas vous donner. Donc, quand on commence à lire l'éthologie, on peut faire des comparaisons et voir apparaître un certain nombre de choses. Les éthologues, eux, ils étudient d'abord les grandes structures fondamentales de ces sociétés. Par exemple, ils vous disent, les abeilles, elles vivent en colonie, elles ont un langage pour orienter les autres, pour aller chercher au bon endroit les fleurs, c'est les fameuses danses des abeilles, etc. Il y a une caste, il y a une reine qui est reproductrice, qui pond tous les œufs, et les autres qui nettoient la ruche, qui va chercher à manger, qui défend la colonie, etc. C'est la même chose chez les fourmis, chez les termites, etc. etc. C'est ce qu'on appelle des animaux eusociaux. C'est un peu barbare. Hein. Bon. Eusociaux. Bon, donc ils ont dégagé ces structures fondamentales. Après, maintenant, ils sont en train de découvrir ce que nous mettons en avant en permanence, c'est-à-dire des variations. C'est-à-dire d'une ruche à l'autre, elles ne se comportent pas de la même façon. Ils commencent à découvrir qu'elles n'ont pas tout à fait le même langage. C'est-à-dire d'une ruche à l'autre, si vous mélangez les deux ruches expérimentalement, elles ne se comprennent pas. Il y en a une qui fait une danse, elles vont chercher, elles ne trouvent rien, elles disent, bon, je ne sais pas ce qu'elles se disent, mais elles se disent qu'elles n'ont pas trouvé. Et au bout d'une semaine, alors que généralement elles vivent 4 à 5 semaines, donc vous voyez que c'est long pour elles, elles découvrent
Elles modifient le langage pour arriver à caler leur langage. Elles font de la traduction, quoi. Elles s'habituent. Il y a des formes d'apprentissage, etc., liées à ces contacts-là. Alors, on ne sait pas pourquoi il y en a une qui impose à l'autre son langage, ça je ne peux pas. J'ai demandé à des spécialistes qui m'ont dit ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elles se mettent d'accord pour pas danser de manière différente pour donner leurs informations. Voilà. Donc tout ça, c'est merveilleux. C'est aussi l'exogamie qu'on a découvert, l'évitement de l'inceste. Alors, je ne vous dis pas, la psychanalyse avec Freud qui dit ça fonde l'humanité, l'évitement de l'inceste. Lévi-Strauss, la même chose. Alors, totalement faux, ça fonde la grande majorité des espèces, en fait. C'est-à-dire, l'ensemble des espèces ont une pratique qui consiste à sortir de son groupe pour aller se reproduire ailleurs. Les chimpanzés, alors eux, les garçons, ils restent, les fils restent auprès de leur mère, et les filles s'en vont. Dans d'autres espèces de primates, c'est le contraire. Les garçons s'en vont, la plupart d'ailleurs des mammifères, c'est plutôt les mâles qui s'en vont se reproduire ailleurs, et les femelles qui restent avec leur mère, etc., etc. Donc, évitement de l'inceste, ça tombe. Les outils, ça tombe. La culture, la transmission culturelle. On apprend plein de choses sur la transmission des chants chez les baleines, par exemple, qui ont des chants par clan de baleines. Et c'est comme ça qu'elles se reconnaissent. Donc, s'il y en a une qui chante d'une manière bizarre, elle est étrangère. Et on peut la chasser du groupe. Donc c'est logique, on les découvre petit à petit, voilà. En 70 ans, ils ont fait des progrès considérables. La même chose sur les rapports hiérarchiques, les rapports de dominance. Pourquoi il y a de la domination à peu près dans toutes les espèces connues. Des rapports mâle-femelle avec beaucoup de domination des mâles sur les femelles chez les mammifères, mais pas dans toutes les espèces. Dans plein d'espèces, vous avez des pères qui s'occupent exclusivement de leurs enfants, alors que les femelles s'en vont, etc. Donc il n'y a pas de généralité. Par contre, ce qu'on sait que chez les mammifères, c'est très peu partagé. C'est les femelles qui s'occupent beaucoup de la progéniture. Je vous rappelle que nous sommes des mammifères et que ce serait peut-être pas inintéressant de se demander pourquoi ça a pesé chez la grande majorité des mammifères ces rapports en défaveur des femelles. Des femelles, parce que je parle des espèces animales non humaines. Hein. Donc, on peut s'interroger. Or, nous partons toujours avec l'idée de tout est culturellement construit. D'ailleurs, on dit tout est socialement construit, ce qui est faux. Socialement construit, ça n'a pas de sens. Il faut dire culturellement construit. C'est-à-dire c'est nos formes de culture qui ne cessent de varier et qui fait que nous avons une histoire. Donc ça, évidemment, que c'est le pain quotidien des chercheurs en sciences sociales. Mais la science sociale ne se réduit pas à des questions de variation culturelle, spatiale ou temporelle. Je termine sur un point. Ce qui est au cœur de mon travail, c'est aussi de montrer qu'un certain nombre de propriétés biologiques des espèces pèsent considérablement sur les formes d'organisation sociale. Bon. Alors, là, évidemment, la partie est perdue pour moi parce que je n'ai pas de temps. Mais je vais essayer quand même de vous dire des choses très, très condensées. Dès lors, dans la grande majorité des espèces, il n'y a quasiment pas de soins parental. Bon, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Vous prenez une tortue de mer, déjà, elle se fait féconder par un mâle qu'elle ne reverra plus. Elle va pondre ses œufs sur une plage, vous avez dû voir ça dans des documentaires, elle creuse, elle met ses œufs, des centaines, elle recouvre et elle s'en va. Les petits ne connaîtront jamais ni leur père, qui est parti depuis très longtemps, ni leur mère, qui est aussi partie. Pas de soins parental, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des formes extrêmement variées de rapports entre la progéniture et les géniteurs dans les différentes sociétés. Et le fait que nous soyons des mammifères, c'est-à-dire le fait qu'il y ait gestation interne et allaitement
et que pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, il n'a pas été possible d'élever un enfant sans sa mère. Parce qu'on n'avait pas inventé, alors depuis très peu de temps, on a inventé le biberon, ça c'est de la culture. Le biberon, le lait maternisé, le tire-lait, tout ce que vous voulez, qui met de la distance entre... nous sommes les premiers mammifères à avoir mis de la distance entre les petits et nous. Voilà, entre les petits et les mères, voilà, plus exactement. Sinon, pour des questions de survie évidentes, c'est la mère qui est attachée à son petit et ça met des rails dans un sens et pas dans un autre. Donc c'est très difficile de lutter contre ces choses et on voit qu'il faut beaucoup d'actions culturelles pour commencer à changer les choses. Je pense que c'est bien parti d'ailleurs dans ces rapports de domination masculine, mais c'est mal parti sur d'autres points. Et notamment, et je termine là, cette particularité de notre espèce par rapport aux autres espèces de mammifères, c'est ce qu'on appelle l'altricialité secondaire. Alors c'est un terme de paléoanthropologue, au départ de zoologiste. C'est Adolphe Portman qui a créé ce concept pour dire qu'on avait une dépendance très longue, alors très forte et très longue, la plus longue dans l'ensemble des espèces connues. C'est-à-dire le petit humain naît amorphe, ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas survivre comme le petit de la tortue qui sort et qui essaye de ne pas se faire manger par les oiseaux qui viennent essayer de le manger. S'il atteint la mer, il a une chance et s'il ne trouve pas d'autres prédateurs, et ainsi de suite. Mais il n'est pas guidé, il n'est pas aidé, il se débrouille par lui-même. Donc ça veut dire qu'il y a des compétences innées très très fortes. Nous sommes, moi j'ai fait pendant des années et des années des cours sur la socialisation, je commençais par ça. Nous sommes des prématurés sociaux. Voilà. Nous naissons, il faut tout nous apprendre, il faut tout nous... Bon. Mais on a une impéritie, comme disait Henri Vallon, le psychologue qui était prof au Collège de France, on a oublié un peu son nom, mais c'est un grand psychologue, il parlait d'impéritie de l'enfant, d'une vulnérabilité, incompétence, etc. Pendant longtemps, il doit être porté, guidé, il ne sait même pas s'accrocher à sa mère, qui n'a d'ailleurs plus de poils, parce que ça aussi, nos cousins les plus proches, ils ont des poils, et vous voyez les petits chimpanzés, les petits bonobos, les petits gorilles s'accrocher tout seuls. On n'a pas besoin de les porter véritablement, ils se tiennent tout seuls. Nous n'avons pas le tonus, nous n'avons pas la possibilité de nous accrocher aux poils, etc., etc. Bref, il y a des particularités dans toutes les espèces. Grande dépendance. J'ai quoi? J'ai plus rien en fait. J'ai plus aucune minute. Donc je termine cet exemple. Cette dépendance, elle est très forte et elle dure très longtemps. C'est-à-dire que nous avons une maturité sexuelle extrêmement tardive, ce qui est une prise de risque évolutif incroyable, parce que quand je dis qu'une jeune femme ne peut avoir d'enfants qu'à partir de 10-12 ans, on dit c'est jeune. Ouais, mais enfin, dans la plupart des espèces, au bout d'un an, vous êtes mature sexuellement. Donc c'est ça ce que je veux dire. Hein. C'est pas un jugement sur notre espèce comme ça absolu. Mais ça veut dire que dans l'histoire de notre espèce, il a fallu beaucoup protéger les enfants. Parce que tant que vous ne pouvez pas vous reproduire, et 12 ans c'est long dans des sociétés qui vivent avec des tonnes de prédateurs autour, etc., il faut s'organiser collectivement pour protéger la progéniture, les conditions de la reproduction biologique de l'espèce. C'est la base. Donc tout ça a conditionné beaucoup de choses. Ça a conditionné d'abord le rapprochement. On dit que nous sommes des espèces collectives autour de l'éducation des enfants. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on ne s'en rend même plus compte. Entre les crèches, les pédiatres, les parents, les grands-parents, les voisins, en permanence, si vous faites l'ethnographie des rapports entre l'enfant et des adultes, c'est énorme. Et il y a certaines sociétés qui disent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ce n'est pas juste une métaphore. Donc, ça a conduit à beaucoup de coopération pour protéger l'enfant, pour aider la mère qui... c'est très lourd de s'occuper d'un petit altriciel qui est très dépendant, qui demande en permanence du soin, de la nourriture, bref,
qui demande beaucoup. Et du coup, ça crée une condition très particulière qui est un rapport de dépendance. Alors ça, je peux vous dire que pendant 20 ans, je suis passé à côté du problème alors que je suis sociologue de la socialisation. Et pourquoi je passe à côté du problème? C'est parce que, immédiatement, en tant que sociologue de la socialisation, on se dit, on pense les différences de classe, les différences de pays, les différences de fractions de classe, etc. C'est-à-dire qu'on voit des différences à l'intérieur de l'humanité. On ne se pose pas la question de cette dépendance générale. C'est l'expérience universelle de tous les enfants humains pour des raisons biologiques, mais qui a des conséquences sociales massives. Parce que nous vivons, notre premier rapport social en tant que mammifère altriciel, c'est un rapport de dépendance. Et quand vous savez, alors ça c'est le sociologue des dispositions qui vous parle, quand vous savez que des dispositions, plus elles sont précoces, plus elles sont systématiques et plus elles sont longues, plus elles sont fortes, s'il y a des dispositions qui sont fortes chez nous, et ça n'a rien à voir avec des questions innées, c'est bien de la socialisation, c'est bien de la culture qui est là, mais c'est un rapport social qui est contraint par notre biologie. Vous voyez, c'est très subtil comme truc. Donc, c'est pas expliquer le culturel ou le social par le biologique, mais vous ne pouvez pas comprendre un certain nombre de grandes propriétés de notre espèce et le fait, par exemple, qu'il y a de la domination dans toutes les sociétés humaines connues, toutes. C'est désespérant, mais c'est comme ça. Mais c'est le cas aussi des chimpanzés, c'est le cas aussi même des bonobos, même si c'est les femelles qui dominent les mâles. C'est le cas chez les gorilles, etc., etc. C'est le cas chez beaucoup de primates. Donc, il y a un truc lié à cette dépendance très forte, et ça va avoir des conséquences massives. J'en cite juste quelques-unes. Vous allez avoir des sociétés qui vont se baser, les premières sociétés, par exemple, les sociétés considérées comme, entre guillemets, les plus primitives, c'est-à-dire les premières formes de société, aborigènes australiens, étudiés, qui est à la base du travail les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, mais que Testard, par exemple, a étudié. Les aborigènes d'Australie, ce sont des gérontocraties. Ce sont les vieux qui dominent les jeunes. Et dans la grande majorité des sociétés, voire la quasi-totalité, vous avez une domination des seniors sur les juniors. Vous avez une domination des aînés sur les cadets. Il n'y a que très, très peu de temps que cette opposition aîné-cadet a changé de sens, a été brouillée, notamment par la montée du système scolaire, etc. Enfin, si vous lisez le bal des célibataires de Bourdieu, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi ça commence à se renverser. Mais franchement, l'histoire de l'humanité, c'est 90% de sociétés dans toute cette histoire qui privilégient les aînés sur les cadets. Et on ne se pose pas des questions sur que sont ces structures fondamentales, pourquoi elles sont là. Parce que les parents dominent les enfants. Donc les parents dominent les enfants, les aînés dominent les cadets, les ancêtres dominent les vivants. Quand vous êtes dans un lignage qui peut dire « j'avais un ancêtre avant le tien », il domine les lignages qui sont arrivés après, etc., etc. Je pourrais vous faire une liste considérable, c'est dans le bouquin, donc allez voir, c'est pas cher, 32 € pour 970 pages, c'est donné. Bref, je blague, mais voilà. Je vous dis très très rapidement ces choses-là qui demandent évidemment beaucoup d'exemples. C'est pour ça que le bouquin est gros, parce que j'essaye de prouver en allant chercher les exemples dans des aires civilisationnelles, géographiques très très différentes. Et voilà, je pense avoir montré qu'un certain nombre de propriétés biologiques ont joué dans un sens particulier dans les formes de nos organisations sociales. Alors, je n'ai pas parlé des effets magico-religieux. On demande aux esprits des ancêtres de nous protéger, on demande à des dieux ou à des divinités de nous protéger, etc. Il y a toujours
un rapport de dépendance par rapport à un esprit, évidemment, que les humains en eux-mêmes ont créé, mais ils ont créé des protections. Ils ont créé des protections symboliques. Ces protections, elles diminuent au fur et à mesure que vous avez des moyens réels de vous protéger. Plus vous avez des sociétés à forte technologie, science, etc., on sait que la religion est toujours là, et un peu partout, et il faut que je conclue, mais n'empêche qu'il y a une perte de force de la religion parce que les moyens d'agir sur le réel ne sont plus obligés de passer par des moyens symboliques. Le chaman, il peut vous dire « je vais te protéger », oui, il va pleuvoir, il va pleuvoir. C'est vrai qu'il peut le dire je ne sais pas, en mai, en juin, en juillet, et puis en septembre il pleut, il dit « ah, c'est ce que je vous avais dit, il pleut ». Donc enfin, il faut vraiment beaucoup de foi et peu de moyens de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, sur la pluie, je ne vois pas ce qu'on peut faire encore aujourd'hui, à part avoir des parapluies et se protéger dans des maisons, etc. Mais tout ça pour dire qu'on cherche toujours des moyens de se protéger, qu'ils soient symboliques ou réels. Et tout ça nous vient de ce rapport de dépendance fondamentale parent-enfant qui est caractéristique d'une grande partie des mammifères altriciels, mais de particulièrement l'espèce humaine qui a le plus long développement ontogénétique extra-utérin. Et ça, c'est très important. Alors, je n'ai pas parlé des effets de la grande longévité des humains, mais c'est très important. Nous avons pu accumuler de la culture sur des dizaines d'années. Bon, une matriarche éléphant, elle vit environ 60 ans. Est-ce que c'est étonnant de voir que les vieilles matriarches sont celles qui dominent le groupe et qui conduisent le groupe? Ben non, c'est celles qui savent. Et d'ailleurs, quand on a tué des vieilles matriarches ou qu'on les a retirées du groupe, le taux de survie du groupe est extrêmement faible. Parce que c'est la mémoire du groupe, c'est elle qui sait déplacer l'ensemble du groupe pour aller boire, manger dans d'autres endroits quand il n'y a plus rien sur place, etc., etc. Toutes ces choses-là, elles le doivent à leur longévité, et nous aussi nous avons une longévité, et la possibilité d'avoir au moins 3 générations qui vivent en commun. Ça aussi, c'est rendu possible par notre biologie, et ça a des conséquences sociales, culturelles, importantes. Voilà, je pourrais en citer des tonnes, mais je m'arrête là, et je suis désolé de n'avoir fait que survoler la plupart des choses qui sont dans ce livre. Voilà, merci de votre attention.